petit 2. Alors donc on est dans le livre 9, dans le grand 1, le corps social, phénoménologie, la répétition anthropique, grand A, la logique du développement, la guerre civile de l'économie politique. Et l'économie politique. De l'être, petit 1, de l'être au tribalisme clanique, première entreprise, la conquête de l'esclave, et alors là on serait dans le petit 2, la cité antique, endogamie civique et exogamie familiale, seconde entreprise. La cité antique, déjà annoncée dans la continuité de la guerre civile humaine, en ce second cycle répétitif, comme intermédiaire entre la tribu et l'empire, et donc au début de la deuxième période de l'entropie. Cette cité antique assure la transition entre l'économie de subsistance et l'économie, point de suspension, politique. Entre parenthèses, celle qui apporte les fondements économiques de la science économique. Point. Elle quitte l'économie de guerre, sa dynamique du développement, pour en venir au premier développement de l'économie politique. Elle conserve la rupture avec l'ontologie. Elle est pure phénoménologie, encore exprimée par les mythes et contenue par le conservatisme des pénates, entre parenthèses Antigone. Ce qui caractériserait la cité antique, ce serait d'être la cité heureuse, le haut lieu de la civilisation, entre parenthèses Athènes, Rome. Le tragique phénoménologique de la chute ontologique lui est épargné et elle se développe dans la plénitude synthétique. Elle est déjà totale phénoménologie par la synthèse historique de ces deux composantes, tribalisme clanique et classe sociale. Elle est mixité, complémentarité, harmonie par recomposition de l'ontologie sociale selon ces deux enracinements historiques. Déjà, c'est la phénoménologie qui produit l'être. Le secret de cette recomposition sociale de la cité heureuse n'est autre que la bonne résolution de la problématique alors proposée par l'économie politique, plus précisément par ce qui est alors l'énigme économique, le secret à atteindre, le commencement à dévoiler. La cité antique est la première résolution de la problématique des, entre guillemets, bouches à nourrir. C'est la clé de l'urbanité, de la civilisation qui succède au tribalisme clanique, culture naturelle rurale. En sa perfection ontologique, l'échange parfait du tribalisme endogamique et de l'exogamie clanique doit proposer, nous l'avons déjà constaté, un équilibre spontané entre la production et la reproduction, la division du travail et le système de la parenté, l'économie de subsistance et la régulation des naissances. La cité antique permet d'en finir avec cette mécanisation ontologique. Elle accède à la première économie politique urbaine. C'est que tout un collectif n'est plus directement producteur de la subsistance. Alors, comment peut-il s'approvisionner? Et surtout, comment garantir cette consommation? Comment fonder un ordre social sur ce paradoxe historique? Le consommateur n'est plus le producteur. Certes, l'économie de guerre est créative de la transition de l'économie de subsistance à l'économie du premier développement économique. La guerre pacificatrice, point de suspension, et exterminatrice a comme effet de mettre en place les deux conditions nécessaires à la production, la force productive, le vaincu devient l'esclave, et le moyen de production, le territoire occupé, devient sol exploitable. Il faut alors créer l'ordre social qui assure le pouvoir de la ville sur la campagne, du centre sur la périphérie, de la superstructure sur l'infrastructure, du citoyen sur l'idote. C'est bien le système de la parenté du tribalisme clanique qui est à l'origine de ce pouvoir, mais il devra composer avec le développement.
c'est qu'apparaît la population de la première exploitation industrielle et commerciale. Celle-ci est certes embryonnaire, mais déjà elle est accession à une première production de série, un artisanat de l'outillage et même des biens de confort et du luxe. La population des services, entre guillemets, se développe aussi, devenue nécessaire à la gestion fonctionnelle et relationnelle de l'ensemble. Celui de la première mise en relation de l'économie agraire à l'économie urbaine. Toutes ces différenciations tendent à une stratification, une hiérarchisation de classes embryonnaires. Celles-ci doivent s'articuler sur le système de la parenté originelle. Une faute d'orthographe. Ah non, système de la parenté, c'est le système qui est originel. Celui du tribalisme clanique. Il en résulte une autre relation de l'endogamie et de l'exogamie. L'endogamie tribale s'exerce maintenant sur un territoire qu'elle a annexé, celui de la cité et de sa campagne environnante. Aussi doit-elle se reproduire en élargissant son endogamie aux limites de la cité antique. C'est l'endogamie civique. Dans l'espace social ainsi créé, il y aura reconduction de l'exogamie clanique, qui alors doit composer avec les éléments de la stratification et hiérarchisation de classe. Alliance qui crée des familles, de grandes familles. C'est l'exogamie familiale. Synthèse de la stratégie clanique et de la société de classe embryonnaire. Une certaine démocratisation, la vie du forum, est rendue possible par cette mixité, entre parenthèses de classe et de clan. Mais il faut bien constater qu'elle favorise aussi la hiérarchisation du pouvoir. Elle permet à certains d'être favorisés, de jouer à la fois de la classe et du clan, et d'autres d'être défavorisés par la classe et par le clan. Quoi qu'il en soit, le système de mixité permet le plus bel échange urbain, l'équilibre spontané, de réciprocité du même et de l'autre, l'échange des contraires dans le même. C'est la civilisation rendue possible par la cité antique. Alors, le système de la parenté originelle, l'échange clanique dans l'exogamie tribale, n'est déjà plus qu'un élément, certes encore nécessaire, de l'ensemble phénoménologique. Cette mesure de l'entropie est déjà en son principe emportée par l'entropie. Sa dégradation ne fait que témoigner du progrès de l'autre en son intégration dans le même. Dans un système dont le répétitif s'épure de plus en plus, qui se vide de sa substance et qui ne conserve qu'un élément superstructural, qui s'isole et se falsifie de plus en plus, de point, la dynastie familiale, le lignage. L'empire ne sera que l'expression d'un développement impossible qui ne fait que développer la cité-empire selon les ultimes données de la répétition anthropique. Celle-ci atteint sa perfection avec le plein développement autorisé par le mode de production esclavagiste. La répétition anthropique accède à ce paradoxe. Son ultime réalisation est la maximale réalisation de l'Empire. Son interprétation doit savoir concilier l'archaïsme et le modernisme, le mélange du répétitif le plus mécanisé et de l'innovation mondialiste. Mais ce qui nous importe avant tout, c'est d'établir l'achèvement de la répétition anthropique, la fin du jeu monde selon les modalités mêmes du développement de l'Empire. L'Empire, en effet, se propose formellement, a priori, selon trois configurations dialectiques. Thèse, antithèse, synthèse. Il y a dans cette systématique le développement maximal et minimal, par excès et par défaut, du trop plein et du trop vide. La synthèse est alors le développement intermédiaire qui écarte les extrêmes, qui assure le devenir, qui permet le passage au mode de production féodal, la fin de l'esclavagisme, la seule solution de la problématique des empires. Le maximal et le minimal sont les deux configurations qui, paradoxalement, aboutissent à l'impasse. Bloquent, figent le développement en interdisant toute continuité et transformation.
c'est que le même pouvoir absolu, centralisé, qui, nous verrons, est l'ultime expression, réification et condensation du système de la parenté originelle, en un lignage ou dynastie qui peuvent même se faire incestueux, tantôt règne sur le trop-plein et tantôt ne règne que sur le vide, l'espace vide. Le développement maximal pourrait être illustré par l'Empire chinois et l'Empire égyptien. Il est centralisé, dirigiste, c'est l'empereur ou le pharaon, la capitale, la ville, dans la ville, le palais impérial, qui décide sans aucun contrôle de la périphérie, de la campagne, de la production. Une bureaucratie implacable permet d'imposer ce centralisme oligarchique. La production et la consommation sont organisées selon un rituel intangible. C'est le triomphe du répétitif. L'espace et le temps devenant les catégories d'expression de cette socialité. Ce répétitif se fait même mécaniciste. La caste bureaucratique doit y veiller, la moindre innovation pouvant, théorie des dominos, la remettre en question. Paradoxe de ce développement économique, il est, lui aussi, condamné à la répétition, mais celle du développement maximal. La perfection du développement, sa plénitude, est aussi l'impossibilité d'une autre économie à cause même de sa plénitude. Cela donne une société close de la maximale territorialité, d'exclusion radicale de l'autre, qui ne peut être que barbare, menace aux frontières et se fermant sur lui-même comme le pouvoir central se réduit à l'inceste, à l'ultraconservatisme, comme Égypte. Le développement minimal, tout au contraire, est celui d'un empire qui n'est que friche infrastructurale et superstructurale, entre les deux pôles de la territorialité occupée, la métropole et les tribus. Il n'y a rien ou presque rien. Entre le centre et la périphérie, c'est l'absence de médiation, de corps intermédiaire administratif. De même, entre la production de subsistance et la production d'approvisionnement de la métropole, il n'y a pas de modalité productive intermédiaire. Plus que jamais, c'est la ville, le centre, le superstructural qui décide du mode de production. Cet empire, colosse au pied d'argile, est une forme vide. Aussi, les empires se succèdent-ils et s'écroulent-ils comme des châteaux de cartes. C'est qu'ils sont des conquêtes ingérables. La guerre exterminatrice et esclavagiste, certes, permet la soumission, impose la terreur, mais elle ne dure que le temps de l'occupation militaire. C'est seulement la configuration intermédiaire entre le trop-plein et le vide, la périphérie et le centre, qui peut permettre d'en finir avec cette double impasse du développement avec l'ordre du répétitif. Seul l'Empire romain saura proposer la voie intermédiaire, les conditions du dépassement des contraires, de la terreur bureaucratique ou de la guerre permanente. Si l'Empire romain est la solution de la problématique, c'est qu'il apporte la médiation logique, politique, économique, humaine, qui manquait aux empires du trop-plein et du trop-vide. Certes, lui aussi est conquête, rapine, accumulation primitive à l'échelle mondiale. L'occupation militaire est à l'origine de cet empire et reste présente au développement. Mais il n'y a plus l'hiatus fatal entre le pouvoir central et le développement local, fatalité alors de l'entropie. C'est qu'un double système de médiation a été mis en place. Administratif, les gouverneurs, et religieux, les évêques. Ce système est très hiérarchisé, assurant la gestion à tous les niveaux et, sans se réifier en bureaucratie formelle, l'autonomie économique des régions conquises étant respectée et même assistée, développée. Une très longue durée historique sera celle de la montée en puissance de ce corps intermédiaire superstructural, c'est la paix romaine. A priori, la cité antique donc, pose la problématique des bouches à nourrir, hein, finalement, du fait qu'il y a une urbanité, puis
voilà, et que le consommateur n'est plus le producteur. Voilà, donc ça pose un peu, d'après lui, un petit peu les choses, mais qui hérite de tout le passif clanique du système de la parenté qui va être réorganisé, redigéré, etc. Dans cette cité avec l'endogamie tribale qui devient l'endogamie civique et l'exogamie clanique qui deviendrait l'exogamie familiale. En tout cas, je le trouve beaucoup plus intéressant, plus clair quand il parle comme ça, quand il parle de la route du sperme. De la route du sperme. Bah, je le trouve, là, tu vois, la route du sperme. Là, on a des tonalités, je trouve, un peu plus... Ah bah là, il est plus dans le social. Social, quoi. Il arrive dans le social, ça débouche quand même. Est-ce que quelqu'un connaît des bons historiens marxistes qui ont étudié l'Antiquité romaine? L'historien Thomson qui a écrit contre Althusser? Pardon? L'historien Thomson qui a écrit contre Althusser. Et qui a écrit un bouquin qui a été traduit en français, qui s'appelle Les premiers philosophes. Ah bah oui, c'est celui qui a cité par Rodreyton. D'accord, ok. Qui est un bouquin, à mon avis, intéressant. D'accord. Il y a une histoire de l'Antiquité aussi, aux éditions du Progrès, aux éditions de Moscou. Je l'ai pas lu, mais c'est un gros bouquin, c'est intéressant. Histoire du Moyen-Âge aussi. Voilà, donc cité antique et après effectivement empire dont il montre qu'il y aurait trois types d'empire, l'empire du trop-plein, type Égypte, Pharaon, et avec une décision pyramidale écrasante. Et puis également donc du trop vide. Des conquêtes qui restent conquêtes, l'espace de la conquête, mais il n'y a pas de service après-vente. Donc ça se délite et le compromis étant, d'après lui, donc un peu l'Empire romain qui saura faire la synthèse de ces pôles. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Pour moi, la difficulté de ce passage, c'est que il faut, en 4 pages, ça tient la prouesse. C'est pour ça que 5000 ans de cité antique. Ça fait rapide. Et évidemment, le résumer d'une manière qui est forcément assez elliptique. Alors il y a une tonalité marxiste dans tout ça, mais moi je vois pas, enfin, les auteurs marxistes sur ces questions que j'ai lues traitaient de la question du mode de production asiatique, la question de l'articulation entre le mode de production et le développement social. Ici, toutes ces questions sont absentes, totalement absentes, à peu près totalement absentes. Bon, il y a l'évocation du passage de la transition entre l'économie de subsistance et l'économie politique, certes, mais pour autant qu'on peut le connaître, parce qu'il y a quand même aujourd'hui encore beaucoup de lacunes dans la connaissance de nombreux empires et cités antiques. Certains sont connus d'une manière vraiment faible, même s'il y en a d'autres qui sont très connus, comme les Romains, les Grecs, les Égyptiens, on est d'accord. Il y en a d'autres, c'est quand même aujourd'hui encore très hypothétique et très sur le mode de l'interrogation et de l'hypothèse. Donc c'est assez difficile. Mais bon, moi je trouve que ce passage-là, il est
quand même dedans une dimension un peu de réécriture de l'histoire. Peut-être avec, sans doute même avec l'intention d'une rationalisation ou d'une mise à jour a posteriori d'une rationalité préexistante. Mais bon, il faudrait creuser plus, parce que je vois par exemple parler de la cité antique comme la cité de l'équilibre parfait. La cité antique, c'est pas la cité de... Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place, mais en tout cas, dans son développement, et je pense en particulier à la Grèce, c'est pas la cité de l'équilibre parfait, c'est la cité justement du déséquilibre parfait, puisque le système est un système où dès le 7e siècle, la Grèce exporte pas seulement ses surplus, mais également ses surplus humains, ses cadets, ses pauvres, etc., vers les colonies. C'est des explications l'explication majeure de la colonisation des Grecs. Pourquoi les Eubéens partent vers l'Italie? C'est parce que ils sont trop nombreux pour rester chez eux, et que automatiquement, on assigne d'ailleurs aux citoyens l'obligation de partir et d'aller fonder une colonie quelque part, parce qu'on ne peut plus le nourrir, il n'a plus le droit de cité économique, si on veut. Donc, équilibre parfait, bon, sauf à l'entendre dans un sens focalisé sur la question de l'endogamie et de l'exogamie et des liens de parenté, je ne vois pas bien ce que ça veut dire. Et puis, par ailleurs, bon, il y a des formules à un moment que je ne comprends plus du tout. Par exemple, celle-ci, qui est, à mon avis, censée rendre compte du phénomène de transition, qui est écrite comme ça. L'Empire, en effet, se propose formellement a priori selon 3 configurations dialectiques, thèse, antithèse, synthèse. On voit bien que le grand-père Hegel est présent dans les murs. Il y a dans cette systématique le développement maximal et le minimal, par excès et par défaut, du trop-plein et du trop-vide. La synthèse est alors le développement intermédiaire qui écarte les extrêmes, qui assure le devenir, qui permet le passage au mode de production féodal, la fin de l'esclavagisme, la seule solution de la problématique des empires. Ça me semble une abstraction. C'est extrêmement synthétique. C'est abstrait, c'est pas synthétique, c'est abstrait. Il va le développer un petit peu après, parce que là, ce à quoi il fait référence, les empires du trop-plein et du trop-vide, bon, certes pas dans des proportions très grandes, mais enfin quand même il le développe. En gros, ce que veut le trop-plein, bon, c'est l'Égypte et la Chine, hein, et puis le trop-vide, c'est des empires qui ont simplement fait des colonisations, mais qui ont duré que le temps de la colonisation, quoi. Donc ne créons pas les conditions pour que ça se pérennise. Je crois peut-être non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des concepts qui permettent de retrouver une sorte de trilogie de moments, thèse, antithèse, synthèse, qui présentent toutes les caractéristiques d'une rationalité affirmée, mais je ne vois pas à quoi ça renvoie, parce que les marxistes qui ont travaillé sur ces questions se sont cassés les dents sur la question du mode de production asiatique. Et sur la question de savoir s'il y avait alors je rappelle, c'est une hypothèse de Marx quand même, dans le
de production asiatique, me semble-t-il en tout cas. En tout cas, c'est comme ça que je m'en souviens. Est-ce qu'il y a un mode de production asiatique? Est-ce qu'on peut parler d'un mode de production asiatique? Est-ce qu'il y a des développements différents à la fois dans la structuration économique, parce qu'on sait que même si fondamentalement on a des sociétés agraires qui présentent un certain nombre de caractéristiques communes, l'agrarité propre à chaque société est souvent totalement différente d'une formation sociale à une autre. Et donc les explications, elles ne peuvent se délivrer, me semble-t-il, que dans la connaissance fine des phénomènes sociétaux de chaque civilisation. Voilà. Oui. Là, je crois que bien souvent, comme c'est souvent le cas chez Kouchner, il est dans une optique un peu haute, c'est-à-dire effectivement de dégager, même si c'est de manière un peu dans le flou artistique, on va dire, la logique de la production qui sous-tend ces passages-là, ces transitions. Donc c'est tout ce qui fait là, effectivement, du tribal à la cité antique et à l'Empire. Alors je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, c'est ce qui me semble, si tu veux, avoir l'idée de faire, c'est-à-dire comme il fera aussi avec le féodalisme, hein, donc de dégager ce qui, du point de vue de la logique de la production, travaille ces moments-là. Et de le dégager de manière... Juste une observation, ce qu'il dit sur le féodalisme, et il le dit lui-même, vaut pour la France. Pour la France, oui, alors sans doute pour l'Occident. Pour la France. Ouais. Quand même, le roi Marc, c'est l'Irlande. Oui. Et puis la Cornouaille, je crois. En tout cas, tout ce qu'il va dire sur la fronde, etc., ça c'est bien, bien ancré dans le... Tout à fait. Le féodalisme, bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu extensif à la France, et ça concerne disons que c'est l'Europe. Voilà, c'est ça, l'Europe de l'Ouest. L'Europe, oui, l'Europe de l'Ouest, même la Russie, pourquoi pas. Je sais pas, enfin, il y a du féodalisme aussi. Bon, ça concerne peut-être pas le Japon, bien qu'il y ait eu le féodalisme vol, mais j'en suis même pas sûr. Donc bon, bah là, c'est effectivement, on est dans ce cas-là, quoi. Bon, prétendre traiter donc la cité antique en 2 pages, 3 pages, effectivement, ça serait, si c'était autre chose que ça, ça serait une impossibilité tout à fait évidente, quoi. Donc, bon, bah là, je crois qu'il est dans cette logique de dégager disons, les grandes tendances, quoi, qui pourraient nous conduire à voir le cheminement finalement de cette praxis, quoi, finalement, la phénoménologie de la praxis dans l'histoire. Hein, donc, mais alors, effectivement, ô combien de manière tout à fait succincte et restreinte. Voilà. Alors pourquoi il l'a pas. Bon, d'abord, pourquoi il l'a pas fait de manière plus. Peut-être parce qu'il voulait saisir peut-être les moments, la quintessence de cette logique, je sais pas. Bon, c'est vrai que d'autres l'ont fait après. Est-ce que même tu ne pourrais pas leur reprocher finalement d'avoir été trop dans le détail et pas assez d'avoir pris Non, c'est pas un problème de détail, pas de détail, c'est un problème qui porte sur la question de savoir comment on pense l'histoire. Et comment on peut essayer de la penser en matérialiste finalement, c'est-à-dire sans essayer de rétablir ou de créer une sorte de théodicée ou de phénoménologie au sens hegelien. Et donc ça pose la question du déterminisme historique, la question et de la logique de l'histoire. Est-ce qu'on a une logique de l'histoire qui, in fine,
est triadique et déterministe, ou est-ce qu'on essaie de penser l'histoire, y compris dans ses singularités et dans ses aspérités, dans ce qui résiste à la logique proprement dite. C'est la question de l'événement, c'est la question du jaillissement du résidu, comme disait Henri Lefebvre. Ça, c'est une question qui est philosophique, c'est pas une question de cadrage. Mais ça renvoie aussi à une question épistémologique, parce que ça touche directement au métier de l'historien et à l'éthique de l'historien. Comment finalement rendre compte de ces processus extrêmement vastes, et avec quelle catégorie, hein, c'est vraiment de l'épistémologie historique. Voilà, pour moi, c'est là que la question, elle se pose. Et d'ailleurs, je dis ça parce que j'ai retrouvé dans les chemins de la praxis une phrase qui, à mon avis, dit quelque chose de fondamental chez Kluskar et quelque chose qui mérite interrogation. Il écrit « Notre démarche se veut une contribution à la philosophie hegelienne ». Page 34. Voilà. Donc, contribution à la philosophie hegelienne, ça veut dire qu'on est dans l'hegelianisme. Alors, on est dans un hegelianisme remis sur ses pieds, peut-être, je ne sais pas, en tout cas avec l'espoir de l'avoir fait, mais on est dans l'hegelianisme. Et la question, alors après, moi je n'ai rien contre les hegeliens, j'ai beaucoup de respect pour les hegeliens, c'est très dur à dire, Hegel, mais c'est un vrai défi. Mais est-ce que c'est encore du matérialisme? Je ne sais pas. Chez Hegel, sans doute pas, puisque c'est l'esprit qui est censé donner, qui est finalement le principe actif de l'histoire. Chez Kluskar, c'est pas l'esprit, c'est la production. C'est ce que j'appelle le renversement, la remise sur ses pieds, tout ce que tu veux. Fait par Marx, voilà, et qui reprend à son compte. Mais il ne délaisse pas, si tu veux, le projet hegelien de dire le réel, c'est ce qu'il dit dès son... Marx ne remet pas Hegel sur ses pieds. Marx, il remet la dialectique sur ses pieds, peut-être, c'est une formule. Mais il ne remet pas Hegel sur ses pieds. Marx, vous ne trouverez pas chez Marx, peut-être qu'il n'a pas eu le temps d'écrire, j'en sais rien, c'est un débat, mais vous ne trouverez pas chez Marx une phénoménologie de la praxis. Il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas. Donc, c'est ça que soit, oui, non, mais c'est intéressant. Moi, l'entreprise me semble sympathique, mais voilà. Il n'y en a pas. Alors, c'est le débat, quoi. Est-ce qu'il n'y en a pas parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire, ou est-ce qu'il n'y en a pas parce qu'il considérait que ça n'avait pas lieu d'être? Bon, ça, c'est... je ne sais pas, enfin... il ne nous a pas légué... Il n'y a pas... Alors, bon, là, je vais parler de mémoire. Moi, je n'ai pas réfléchi à cette question-là, mais il n'y a pas de phénoménologie de l'histoire chez Marx. Mais il y a une théorie des modes de production et de leur succession, de leur engendrement, négation réciproque, enfin pas réciproque, mais successif. Ça n'est pas une phénoménologie, c'est autre chose. Oui, c'est ça, c'est que... Effectivement, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est qu'effectivement, il nous semble qu'il y a ce que semble combler... C'est une science de l'histoire, pour moi, qui n'élude pas, qui n'est pas déterministe, qui développe une analyse de processus qui sont des processus sociaux, concrets, de processus matériels aussi, de processus de relation à la nature, qui intègre à l'intérieur de cette analyse-là le concept de possible, qui lui-même renvoie à la notion de conjoncture, à la notion de résistance, à la notion de blocage puis de rupture, enfin il y a tout ça, mais c'est pas un tableau, c'est pas une théodicée ou un truc comme ça, c'est pas un tableau de l'histoire
de l'humanité en marche vers l'absolu. Voilà. Alors vous me direz, chez Puskar, la notion d'absolu en fin de l'histoire, elle n'y est pas. On est bien d'accord là-dessus. Mais il reste quand même cette idée d'une espèce de triade incontournable, conceptuelle, qui s'impose au réel, qui s'impose et qui, à mon avis, pose, en tout cas, me pose problème. C'est pour ça que moi, je suis pas, toi, je suis pas positiviste au sens où je ne dis pas il faut s'en remettre aux connaissances, à l'évolution des connaissances pour mieux comprendre. Je pense qu'il faut s'en remettre à l'évolution des connaissances pour mieux comprendre, ça c'est le minimum, parce que si on fait abstraction de ça, on peut aller à la pêche à la ligne. Mais je crois qu'il faut aller plus loin et interroger l'épistémologie historique que ça peut produire, le fait de tenir compte de ça. On ne peut pas regarder l'histoire comme un chemin non pas préécrit, mais prédéterminé. Et je trouve que là, il y a forte... Et d'ailleurs, le prix auquel il paye cette démarche-là, outre le fait que il y a des passages entiers qui sont difficiles à lire, difficiles à comprendre, peut-être pour moi en tout cas, outre le fait qu'il y a des passages qu'on pourrait purement et simplement contester du point de vue de la réalité des connaissances historiques d'aujourd'hui, je vais en citer un sur le développement de l'impérialisme grec, c'est qu'à un moment ou à un autre, on est obligé de restaurer des concepts qui sont des concepts qui sont, je dirais, anachroniques. Pour moi, le concept d'angoisse, dans le livre 8, son principal défaut, c'est qu'il est totalement anachronique. Je ne vois pas comment, au stade où on était dans le livre 8, qui est celui de l'émergence du genre, je ne vois pas comment on peut évoquer, mobiliser un concept qui est un concept, je dirais, qui renvoie pratiquement à une vision historique, enfin à une période historique de l'histoire de l'humanité. L'angoisse, c'est quelque chose de très philosophique finalement. Toi je sais pas, parce que quand il te parle de ça au moment où il parle de survie, quand même, l'homme Homo erectus, quand il arrive sans poil ni griffes, il est quand même dans une certaine déréliction, si tu veux, par rapport à la naturelle. Donc, que l'homme confronté à la nature à cette période-là ait peur, on est d'accord. Mais qu'il se dise « je suis un être pour la mort », alors ça, c'est autre chose. Il se pose la question, de toute façon. L'être pour la mort, il pourrait... Non, c'est pas le primitif ne se pose pas la question d'être pour la mort, mais il a connaissance de sa propre mort. Ça, c'est sûr. Mais il n'est pas être pour la mort pour autant, quoi. Non, être pour la mort. Non, mais attention, là, il c'est pas avoir peur de mourir. Non, mais là pour le coup, l'être pour la mort, il critique cette interprétation d'Heidegger pour lequel, si tu veux, l'angoisse est simplement vue comme le pathos de l'angoisse. Oui. Parce que lui, il lui donne une portée gnoséologique, c'est-à-dire que l'angoisse, eh ben, ça sert à quelque chose du point de vue de l'apprentissage, comme la survie d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à chaque fois, qu'effectivement la survie finalement de quelque chose qui était négatif, si tu veux, bah, c'est quelque chose qui finalement te permet de dépasser des choses. Donc je pense que dans ce registre-là qu'il faut suivre, si tu veux, l'angoisse, parce que bon... Voilà, donc après les autres ils prennent effectivement l'angoisse comme pathos, mais c'est bien après. Bon, voilà, donc je sais pas. Bah, c'est comme, oui, il est effectivement il essaie de montrer la logique de la production à l'œuvre. Voilà, c'est vrai que donc ça donne des effets effectivement tout à fait contractés de l'histoire. Bon, ben, c'est un fait, quoi. Hein.
social. C'est un vrai problème, parce que c'est absolument fondamental. L'organisation de la société égyptienne, elle est vraiment structurée par la présence de ce fleuve et les rapports sociaux que ce fleuve induit, sociopolitiques aussi, que ce fleuve induit. Voilà. Donc, les Grecs n'ont pas le Nil. Les Sumériens n'ont pas le Nil. Ils sont sur d'autres. Bon. Ouais, est-ce qu'il fait travail d'historien ou d'anthropologue? Là, je crois que tu fais Je travail pense qu'il fait d'anthropologue. travail de philosophe. Philosophe, anthropologue. Bon, il n'est pas historien déjà de formation. Je crois que ça n'intéresse pas en tant qu'historien, quoi, au sens classique du terme. Je pense qu'il essaye de. Bon, là, finalement, parce que tous les 200 premières pages, en gros, c'est le mot erectus, quoi. Bon, là, il arrive à peine à l'histoire. Il va falloir que dans tout le livre 9, il balaye 2500 ans d'histoire. Donc, c'est quand même assez. Donc, je pense qu'il doit prélever il est plus prolixe, par exemple, dans les traits de code sur la féodalité, quand même, où là, il interroge beaucoup plus profondément, même si c'est toujours plus ou moins quand même au niveau anthropologique plutôt qu'au niveau de l'étude très ponctuelle, voilà, de tel ou tel groupe à tel et tel moment, etc. Il est toujours un peu dans cette description logique, donc peut-être reprenant effectivement comme le projet de Hegel, mais en l'accrochant à la découverte de Marx, quoi, sur la praxis. C'est comme ça que je prends l'insertion hegéliano-marxiste de Pushkar, c'est-à-dire qu'il reprend effectivement. Et c'est ça qui est problématique aussi, parce que envisager de dire qu'on fait une histoire, on fait une philosophie marxiste à partir de l'anthropologie en ayant finalement très très peu de données historiques, c'est ça qui est. Parce que l'anthropologie, c'est pas l'histoire. C'est pas la méthodologie, justement. L'anthropologie, c'est un travail pour moi sur les matériaux, où de fait, historiquement parlant, les anthropologues, ils arrivent à une conception d'universalité, mais qu'une espèce d'universalité horizontale, c'est-à-dire qu'ils voient des civilisations qui sont très différentes, et puis ils voient des choses communes dans la façon dont la famille s'organise, où les chefs sont organisés, et après, en fait, tu vois des similarités de structure, ce qu'on peut appeler des homologies de structure, comme disent les sociologues, et du coup, à la fin, tu vas récupérer l'universel en te disant « Ah ben c'est un peu pareil partout, donc il y a une universalité ». Mais la méthodologie historique, c'est autre chose, quoi. C'est pas la même manière de se raccrocher aux branches, si tu veux. Et c'est pour ça que ce que Michel dit, quand il dit justement, faut faire gaffe, parce que dans la façon de concevoir l'histoire de façon hegélienne, il y a quelque chose de téléologique, effectivement, il y a un absolu au bout. Et Marx, quelque part, il résout ces choses-là en ce sens qu'il n'y a pas d'absolu au bout. Par contre, il faut peut-être faire l'étude des rapports de production et des rapports sociaux, et puis voir quand il y a des articulations qui font qu'on saute à quelque chose d'autre, quoi. Et c'est, en fait, originellement, pour moi, c'est deux choses qui sont différentes, c'est des méthodes qui ne sont pas les mêmes. C'est comme si tu prenais un biologiste et un chimiste, je sais pas, ils n'ont pas les mêmes approches, et du coup, c'est là que c'est intéressant de les faire travailler ensemble, quoi. Et si le fait de les faire travailler ensemble, c'est immédiatement remettre de la philosophie, en fait, c'est-à-dire que la philosophie, ça devient de la logique qui tourne sur elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'on manque de matériaux, quoi. Parce que là, en gros, qu'est-ce qu'il te dit là? Il va te dire, la configuration intermédiaire, c'est les Romains. Pourquoi? Parce qu'en gros, ils ont inventé l'équilibre entre l'administratif et le religieux, quoi. C'est osé comme conception. C'est ça que ça a déjà été fait, j'imagine, bien des fois.
Là, dans ce chapitre-là, il n'y a pas vraiment de nouveauté, quoi. Bon, on connaît un petit peu toutes ces choses-là, bon, sont quand même un petit peu connues, quand même. Oui, mais justement, c'est une résolution un peu fastoche, quoi. C'est-à-dire que c'est très bien, ils ont inventé, ils ont inventé une médiation, c'est la religion, et du coup, c'est un peu attendu, quoi. Dès le départ, on peut déjà le poser et puis faire tout un chapitre, enfin tout petit 2 pour en arriver à là, quoi. Je crois qu'aussi Touska, il part quand même dans son approche d'un a priori, c'est-à-dire qu'effectivement, lui, un a priori, d'ailleurs qui est celui de Marx aussi finalement, qui est de dire que la production est la mesure de toute chose, quoi. Disons au niveau... la praxis. La praxis est la mesure de toute chose, c'est ça qui... Oui, la praxis, c'est la praxis est la mesure de toute chose. Donc, si tu veux, et comme le dit Marx, donc, tout ce qui s'en isole est scolastique. Donc peut-être que lui, si tu veux, à ce postulat de départ, si tu veux, il va relire l'histoire en tenant toujours ce postulat en vue, si tu veux, et qu'effectivement, il ne va peut-être pas aller se promener dans des trucs qu'il considère peut-être comme des transcendantaux, crypto-transcendantaux, quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi de ça. Hein. Donc, c'est que... Il n'y a pas vraiment de praxis là-dedans, dans ce qu'il vient de dire. Enfin, c'est quand même problématique de bouche à nourrir, par exemple pour la cité antique, c'est quand même quelque chose autour de la dialectique de la production et de la consommation, quoi, hein. Donc le consommateur n'est plus le producteur dans la cité antique. C'est quelque chose de... Voilà, qu'est-ce que ça fait par rapport à la tribu, quoi. Ça entraîne anthropologiquement une scission, quoi. Donc qu'est-ce que ça va avoir comme impact, effectivement, au niveau politique, au niveau culturel, etc. Voilà, il parle aussi Antigone et Créon, etc. Si avant il a parlé quand même de l'économie de guerre aussi, qui était quelque chose d'important d'après lui, donc dans le passage des tribus finalement à la cité antique, même si cette économie de guerre est à la fois également paradoxalement pacificatrice, hein, bon, je pense qu'il y a quand même des éléments, si tu veux, nets qui relèvent de la dialectique des procès de production, des procès de consommation là-dedans, quoi, hein. Mais finalement, dialectique, procès de consommation, procès de production, bon, je sais pas, hein, mais c'est pas ça la praxis, quoi. Enfin, c'est peut-être une partie de la praxis. Tu envisages ça comme étant la façon dont les produits sont consommés et tout, mais enfin, c'est pas vraiment ça que Marx entend par praxis, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il le développe vraiment? C'est ça le problème, c'est qu'apparemment, il en parle. En tout cas, il en donne une définition qui est un peu plus claire que ça. Si tu veux, l'unité de la praxis comme unité de la théorie et de la pratique, c'est quand même pas juste de faire comme ça des constats et enfin. Ne serait-ce que voir comment était pensée la production de façon concrète, tu vois, je sais pas, essayer de voir comment est-ce que le surtravail, si on peut dire ça comme ça, en Grèce antique, il faudrait qu'on payait les scribes, et puis qu'est-ce qui restait, comment c'était alloué, etc. C'est déjà un peu plus de l'ordre de la praxis et d'une façon dont la société s'organisait que de simplement dire, oui, il y a des pharaons, et puis voilà, il y a le palais impérial, et puis en haut... il n'y a pas de contrôle, il décide du contrôle de la périphérie. Oui, c'est des trucs qui étaient très pyramidaux en l'occurrence. Bon, je ne sais pas si c'est de la praxis, c'est pour moi, c'est plutôt analyser une formule, ce qu'on peut appeler une formule politique pour l'époque, quoi. Mais je ne sais pas si tu vois vraiment le lien entre ces formes-là de hiérarchisation sociale et puis de la production, quoi. C'est pour ça que je trouve que la remarque de Michel est très bonne, quoi. Si tu parles de l'Égypte sans Nil, tu peux rien dire du tout. Enfin, c'est difficile, quoi. Enfin, je dis ça d'autant plus que je connais pas très bien, enfin quasiment pas du tout d'ailleurs, mais moi si je avais à étudier ces périodes, je partirais de là, quoi.
Pour C'est ça, le développement technique, apparemment, les types, je sais plus comment on appelle ça, les archénopédaptres, je sais plus quoi, comme ils disent dans l'école, les mecs qui mesuraient avec des cordes les crues du Nil, etc. Donc comment est-ce que la science commence à naître à ce moment-là, mais que c'est pas une science formalisée comme en Grèce antique. Ça c'est intéressant, quoi. Ça pour le coup c'est de la pratique, quoi. Pour le coup là, malgré tout, les catégorisations en trois des empires, quand il te parle un peu de la pensée de production, pensée de consommation, puisqu'il te dit que pour ce qui est de l'empire du trop-plein, c'est-à-dire l'Égypte et la Chine, en fait c'est le truc parfait, finalement, parce que tout était... de quel empire, pardon? Chine, Pharaon et puis l'empire Chine, donc tout est sous contrôle, hein, écrasant, pyramidal, etc. C'est parfait au niveau de la production. Le problème, c'est que tu ne peux pas changer, quoi. C'est-à-dire que c'est bloqué, quoi. C'est ce qu'il dit. Hein. Et l'autre, le trop vide, soi-disant, c'est finalement des colonisations temporaires dues à une conquête, mais qu'il faut maintenir, et comme ils ne peuvent pas la maintenir, ça pose des problèmes justement pour la médiation pour le procès de production. Comment tu vas faire pour vendre des denrées de la métropole à la colonie et vice-versa, ramener des trucs, tandis qu'apparemment la synthèse, donc thèse, antithèse, synthèse, pour lui, hein, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, mais pour lui c'est effectivement au moins à cette époque-là, l'empire au sens romain, avec des évêques et des gouverneurs un système de médiation. Et justement, l'exemple de la Chine est intéressant, parce que la Chine, qu'il rapproche de ce système clos de l'empire égyptien, on peut tout autant le rapprocher du système romain. Les médiations en Chine, dans l'empire chinois, dès le début de l'empire chinois, les médiations religieuses et administratives existent. Il y a une caste de lettrés d'État, produits par l'État, pour organiser le fonctionnement de l'empire, gérer le fonctionnement de l'empire. On est dans une situation qui n'est pas très éloignée de celle de Rome. On n'est pas dans la barbarie et dans la domination purement guerrière. Sinon, l'empire chinois, il n'aurait pas résisté 10 ans. Puis il ne serait pas créé non plus, parce que tout à l'heure tu disais que l'empire est parfait. C'est ce qu'il dit, hein, dans oui, son truc. Il dit qu'il est trop parfait. Et c'est pour ça mais il a fallu le créer, il n'est pas tombé du ciel du jour au lendemain, l'empire. Même si à un moment donné, il s'est stabilisé. Je ne sais pas. Pareil pour l'empire chinois. Il est bien parti plus ou moins d'un centre, j'imagine. Enfin, j'en sais rien, à vrai dire. Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne connaît pas mieux aussi l'expansion? La création de l'Empire chinois, c'est 1000 ans de guerre entre cité et État pour arriver à 220 et la première unification de l'Empire chinois. C'est ce qu'il disait au premier chapitre, du coup. Enfin, oui, on passe de la cité à l'Empire. Les Romains, par exemple, bien sûr que je suis d'accord avec cette idée que les Romains ont créé un système de médiation tout à fait unique et remarquable. On pourrait presque appeler ça des appareils idéologiques d'État. Hein. La religion et l'administration romaine sont vraiment, de ce point de vue-là, une nouveauté, une innovation. Mais il y en a d'autres. Il y a les routes. Il y a la question des routes qui ont d'abord une vocation militaire, mais qui ont aussi une vocation économique, et qui unifient un marché. Et qui posent différemment le problème de la distribution, de la diffusion, à une autre échelle aussi. Tu vois, il y a tout ça. Non, c'est complexe ces questions-là. C'est pas des choses c'est très difficile à ramener, comme il le fait, à un nombre restreint de principes dominants qui permettent de retrouver une trilogie, une triade tout à fait séduisante philosophiquement, mais bon,
Peut-être. Qui me laisse un peu sec. Oui. Il faut voir aussi peut-être comment ça s'insère ce chapitre-là, Grand 1, corps social, la répétition anthropique, dans l'ensemble du bouquin, dans l'ensemble de son offre. Quoi. Le fait est que si tu veux, ce passage qui donc fait suite en gros à 200 pages sur l'homo originel et l'homme naturel, quoi. Bon, là, on arrive dans l'histoire. Bon, il y a 20 pages sur des tribus à l'Empire, quoi, en gros. Quoi. Et après, donc, tu passes à Descartes, quoi. Tu passes au cours suivant. Donc, on pourrait effectivement se demander pourquoi ce chapitre-là est là et pourquoi la féodalité n'est pas elle-même développée entre les deux. Peut-être qu'il a considéré qu'il avait suffisamment fait dans Lettres et le Code et puis dans le traité de l'amour fou pour ne pas revenir dessus. Et il y a encore un livre qui n'est pas encore paru, il s'appelle Refondation féodale. Ce n'est pas un appel pour refondre du féodal. Mais comme mot, à l'époque, ça pouvait être vu comme une refondation. Voilà, donc peut-être qu'il considère que le féodal, bon, il a assez donné, quoi, je ne sais pas. Alors, toujours est-il que c'est vrai que. Alors peut-être qu'il s'est senti, effectivement qu'il a cru qu'il fallait un passage sur la période qui va de l'homme naturel à la modernité, quoi. Je sais pas, bon c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut tirer de ces passages, je ne sais pas trop quoi, mais à part le fait de constater effectivement qu'il est toujours dans l'essai de mettre en évidence, de te faire ressortir la logique de la production, même à sa manière, quoi. Donc, dans ces pages, là, il ne contrevient pas donc à ce qu'il a fait par ailleurs dans le reste du bouquin et dans ses autres bouquins en général, quoi.